Je donne sans plus tarder la parole à Marc-Henri Soulet, que je remercie particulièrement d'avoir accepté notre intervention et notre invitation. Donc, vous êtes professeur émérite en sociologie, titulaire de la chaire Travail social et politique sociale à l'Université Fribourg en Suisse. Vos travaux, que beaucoup doivent connaître, portent sur l'analyse des formes concrètes d'intervention sociale et les transformations contemporaines de l'État social, la compréhension et les modalités d'action en situation de vulnérabilité. Aujourd'hui, vous allez nous proposer une réflexion sociologique sur la place du logement dans les pratiques des professionnels, en vous intéressant notamment à la question de l'intervention à domicile et en faisant un parallèle entre l'intervention à domicile dans le cadre de la protection de l'enfance et dans le cadre des curatelles. Nous vous donnons la parole pour 25 minutes. Merci encore. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, de me donner la parole quelques instants. Vous voyez, déjà, j'insiste sur la brièveté du temps que vous m'accordez. J'essaierai de tenir les délais, mais ça sera sans doute au prix de quelques raccourcis que la discussion permettra peut-être d'éclairer davantage. Alors, vous l'avez dit, j'ai proposé de me centrer sur ce que le domicile fait à l'intervention et réciproquement ce que l'intervention fait au domicile. Et ceci en m'appuyant plus particulièrement sur la question de la protection des adultes sous la forme de la curatelle. Et je ne ferai écho, en quelque sorte, à la protection de l'enfance et particulièrement à l'aide éducative en milieu ouvert que par contraste, en quelque sorte. Je vous invite à un pas de côté, pour peut-être par effet de contraste, par contrepoint, essayer d'éclairer un petit peu ce qui se joue autour du domicile. Alors avant de commencer véritablement mon propos, peut-être un détour parce que en y réfléchissant, je me suis dit protection de l'enfance et protection de l'adulte, cela caractérise à mes yeux deux formes d'intervention radicalement différentes. Je prends protection de l'enfance particulièrement à EMO. Deux formes d'intervention que j'ai essayé de qualifier à ma façon. L'une, c'est bien évidemment la forme davantage éducative et l'autre que j'ai appelée palliative. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement, mais si on prend par exemple la protection de l'enfance, type AEMO, il est évident qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de... Alors, je vais utiliser, comme c'est court, des mots un peu brutaux, une forme orthopédique, puisqu'on constate un manquement dans une dimension particulière de l'existence des personnes, et on va faire en sorte, par le biais d'un conseil, par le biais d'une aide, pendant une durée ciblée, d'apporter un certain soutien de façon à corriger cet écart, de façon à développer des compétences pour pallier ce qui était un problème particulier. Si on regarde du côté de la protection de l'adulte, la curatelle s'adresse à des personnes qui ont une incapacité constatée, une incapacité durable qui affecte l'entièreté de l'existence. Pour le dire avec d'autres mots, ce ne sont pas des vulnérables, ce sont des blessés en tant que tels. Et ce qui est nécessaire, c'est de leur apporter un soutien, de leur apporter une aide, mais une aide qui va être une aide durable. Et même l'aide, elle est faite pour permettre de durer, pour permettre de conserver une certaine autonomie assistée, une certaine autonomie étayée. Donc, ce que je veux essayer de souligner en disant cela, c'est qu'on va avoir affaire à quelque chose qui relève de formes d'intervention qui visent des objectifs différents. Dans un cas, c'est l'amélioration de la situation. Dans l'autre cas, c'est la contention de la situation, le maintien de la situation. Et de ce fait, on comprend bien que si l'intervention vise des objets différents, bien quand cette intervention doit se faire pour partie au domicile, le domicile ne jouera probablement pas le même rôle. Alors, ce que je vais essayer de faire rapidement, c'est de jouer en deux temps. Première mi-temps, si vous voulez, c'est de me concentrer sur qu'est-ce qu'il y a d'identique dans les deux formes d'intervention, dans la manière dont le domicile joue et dans la manière dont il impacte
l'intervention. Et puis ensuite, j'essaierai, dans la deuxième mi-temps, si je puis dire, de davantage me consacrer à ce qui est particulier à la protection des adultes et, par effet de contraste, de montrer ce qui serait plus spécifique de la protection de l'enfance. Qu'est-ce qui est commun ? Première chose, c'est qu'il y a un mandat. Peu importe la nature, il y a un mandat. Et s'il y a un mandat, ça signifie, en quelque sorte, que l'on ne pourra pas parler d'intrusion au sens premier du terme. Les gens ne sont pas poussés dans le domicile, ils sont autorisés. Il y a peu de cas où des agents sont autorisés à entrer dans un domicile. Il faut un mandat comme la police ou il faut un mandat comme des professionnels. Mais il y a un premier paradoxe. S'ils ne sont pas des intrus, puisque intrudere, c'est pousser à l'intérieur, si ce ne sont pas des intrus, néanmoins, ce sont des personnes qui s'imposent, qui sont imposées, et on va voir dès lors une situation paradoxale où les personnes vont devoir, bel oxymore, devoir consentir une présence, devoir accueillir une sorte d'hospitalité contrainte. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, on pourra y revenir tout à l'heure, parce que s'il y a une autorisation d'entrée, il y a paradoxalement la nécessité de faire valoir une compétence, la nécessité de faire valoir sa légitimité à être présent, à se faire accepter, et vous connaissez bien évidemment tous ces débats autour de pousser la porte, entrer et obtenir la confiance. Ça, c'est la première idée. Il y a un mandat qui, paradoxalement, autorise l'entrée, mais oblige l'accueil. Deuxième élément, rapidement, qui est commun, c'est le territoire. On va sur les territoires de l'autre. Et là, excusez-moi de faire un tout petit peu de détour étymologique, mais on va au domicile. Le domicile, c'est le domus, mais le domus, c'est dérivé de dominus, qui est le maître. On va sur le lieu du maître. Qu'est-ce qu'il y fait, le maître, sur ce lieu ? C'est son territoire. Et n'oubliez pas que territoire et terreur, c'est la même origine étymologique, c'est-à-dire le territoire, c'est le lieu où on peut terroriser légitimement une population qui est là. Terroriser, vous l'entendez bien, c'est que, encore une fois, c'est le lieu du maître où il peut exercer pleinement et arbitrairement son autorité à l'intérieur. Et troisième chose, c'est un endroit qu'on habite. Un endroit qu'on habite. Tiens, étrange, une habitation, c'est quoi ? C'est un lieu où on a des habitudes. Mais c'est un lieu qu'on fréquente, je ne dis pas ça par hasard. Habitare, c'est le fréquentatif d'habere, c'est-à-dire c'est le fréquentatif d'avoir. C'est un lieu que je fréquente là où il y a mes avoirs, là où il y a mes biens. C'est un lieu où je suis à l'aise, où j'ai mes habitudes, parce que j'y ai mes biens que je vais fréquenter régulièrement. Dès lors, vous comprenez bien pourquoi, pour un professionnel, c'est une double épreuve. C'est une épreuve au sens d'une expérience totale quand je vais sur le domicile de l'autre. C'est une expérience totale au sens où j'y suis pleinement engagé, dans la totalité de mes dimensions, pas seulement dans ma dimension professionnelle, dans la totalité de mes dimensions, y compris les dimensions corporelles, bien évidemment. Et c'est une épreuve de professionnalité, puisque, en quelque sorte, je suis hors de mon territoire. Vous voyez bien, si je fais venir l'usager à mon domicile, pas à mon domicile, excusez-moi, à mon bureau, c'est un beau lapsus, mais c'est là aussi où je terrorise, à mon bureau, eh bien, il est clair que je ne suis pas dans la même position que si je vais au domicile de l'autre. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus âgés d'entre vous, quand le médecin venait vous rendre visite, quand vous étiez petit, au domicile parental, le médecin apportait son bureau. Quand arrivait le docteur, avec sa grande sacoche, il sortait tous les instruments qu'il mettait là sur la table, une forme d'appropriation du lieu. Eh bien, c'est de cela dont il va s'agir dans une certaine mesure, et c'est commun dans les deux cas. Il s'agit, et là encore je joue avec l'étymologie, de disloquer le domicile de l'autre. Disloquer, c'est le délocaliser. Le délocaliser au sens où, bien évidemment, je vais essayer de le fracturer, de le fractionner, pour y reposer un petit peu de mon propre territoire à l'intérieur. Donc, là encore, vous le voyez, on joue
en tant que professionnel, de façon à faire en sorte que cet espace, qui est un espace de l'étrangeté dominé par l'autre, devienne à un moment donné, un tant soit peu, un espace dans lequel je peux m'approprier un tout petit peu de territoire, non pas pour terroriser l'autre, mais bien sûr pour pouvoir avoir une certaine part de confort à l'intérieur. Et puis, troisième élément commun, le domicile, je ne serais pas complètement d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, ça n'est pas le lieu de l'intime, c'est aussi le lieu de l'extime. C'est aussi le lieu où je montre plein de choses, où je donne à voir telle photo de la grand-mère ou tel tableau de tel maître. Donc, c'est un lieu où l'on gère l'information. Et là, je me permettrai un tout petit détour en faisant appel à deux auteurs que j'ai traduits il y a quelques années, Barney Glaser et Anselm Strauss, et notamment un ouvrage qu'ils ont fait sur la conscience de la fin de vie, et dans laquelle nous parlent à l'hôpital, quand les personnes passent du statut de malade à mourant, nous parlent de la question de comment se gère cette information en tant que telle. Et ils nous disent, il y a 4 contextes de conscience qui sont contexte fermé, le malade ne sait pas qu'il est devenu mourant, les médecins, les infirmiers, le personnel soignant, éventuellement la famille peut le savoir, mais lui ne le sait pas. Contexte de suspicion, il devine que quelque chose a changé dans l'attitude des soignants, dans son corps qui réagit de manière particulière, et il va mettre à l'épreuve les professionnels pour essayer de vérifier ce qu'il pressent, et donc il y a eu un changement. Troisième contexte de simulation mutuelle. Les deux savent et en plus savent que l'autre sait, mais tout le monde fait semblant que personne ne sait. Et puis, contexte ouvert. Tout le monde sait, et tout le monde sait que tout le monde sait. Et on se le dit. Bien, il faut imaginer, en retravaillant cette manière de considérer l'information, il faut imaginer que c'est à peu près la même chose entre les deux parties. La partie qui est le maître du lieu et la partie qui intervient et qui vient donc dans le lieu. Si l'on regarde l'usager, celui qui est le maître du domicile, eh bien, il peut montrer certaines choses, il peut laisser voir certaines choses, il peut cacher certaines choses. De la même façon, le professionnel peut voir, peut ne pas voir, et peut faire comme s'il n'avait pas vu. Et vous pouvez imaginer là tout un ensemble de compositions dans ce qui va être la manière d'intervenir et de travailler entre ce qui est vu, ce qui n'est pas vu, ce qui est caché, ce qui est vu mais pas dit, ce qui est dissimulé, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est la façon dont cette gestion de l'information va impacter l'intervention en tant que telle, va l'impacter au point où elle pourra être coopérative, au point où elle pourra être conflictuelle, au point où elle pourra être, en quelque sorte, absente par passivité de l'usager. Alors maintenant, pour essayer de rester dans les temps, qu'est-ce qui est particulier dans la gestion du domicile pour la protection des adultes ? La première chose, me semble-t-il, qui diffère véritablement d'une intervention à EMO, c'est le fait que le domicile n'est pas un lieu, un cadre de l'activité du professionnel. C'est pas le moment où on va partager un repas, quelque chose comme vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est davantage un espace, en quelque sorte, qui va être un lieu de mise en vue de l'intervention. Si j'interviens en tant que curateur, eh bien, je donne à voir mon intervention via le domicile qui se trouve être transformé. Il est un peu mieux rangé, on a changé le sofa, un certain nombre de choses qui montrent aussi bien à l'usager que l'intervention a eu une certaine efficacité, qui montrent au professionnel qu'il a pu faire quelque chose, la preuve tangible aidant par exemple le mobilier, et qui montre surtout, en protection des adultes, quand il y a plusieurs intervenants qui interviennent, que le curateur fait bien son travail, puisqu'il y a des changements observables. Donc, un premier élément, ça n'est pas tant un cadre d'action que, en quelque sorte, un objet de mise en vue de l'intervention. Deuxième caractéristique différentielle, me semble-t-il, c'est le fait que le domicile est un
symptôme est un symptôme de quelque chose. On va dans le biotope de l'animal, si je puis dire, et on va essayer de comprendre quel est l'animal. Mais c'est plus que cela. Parce que vient faire le curateur dans le domicile? Rien. Je caricature bien évidemment. Rien. Il passe, il vient voir, il jette un coup d'œil. Mais il n'y fait rien particulièrement. En ce sens, si vous voulez, le domicile est saisi comme un objet témoin, comme un objet qui va refléter quelque chose qui existe mais auquel je ne peux pas avoir accès directement. Donc, un élément important, on y passe plus qu'on y fait une activité. Autre élément différentiel, le primat accordé à la matérialité. Dans le domicile, chez les curateurs, ce qui est important, c'est la matérialité. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La salle de bain, le robinet fuit. Il faudrait voir quelque chose. Lui, il ne va rien régler, mais il va essayer de faire en sorte que le problème soit réglé. On prend soin des choses pour entretenir les personnes. Alors, je fais référence notamment à un remarquable travail de 2 collègues qui ne parlent pas du tout du domicile et encore moins des populations vulnérables, puisqu'ils parlent des objets. Je parle de Jérôme Denis et Denis Pontille, qui ont écrit un remarquable ouvrage qui s'appelle Le soin des choses, j'y arriverai, Le soin des choses, et qui nous parle justement de toutes les logiques d'entretien et de maintien pour que ça continue à fonctionner. Bien, dans une certaine mesure, là, il s'agit de prendre soin de l'environnement pour pouvoir maintenir l'autonomie assistée de la personne. Donc, vous le comprenez bien, le primat n'est pas là, la relation n'est pas là, la dimension, interpersonnelle, c'est la médiation par l'environnement domiciliaire, par les objets qui priment en tant que tels. Autre idée, la temporalité. Le domicile n'est pas qu'un espace, c'est aussi une temporalité. Une temporalité parce que, grosso modo, si on regarde une curatelle, elle tourne autour de 3 temps. Le premier temps, c'est le temps qui consiste à, excusez-moi le terme, à remettre en ordre. Le temps qui consiste, en quelque sorte, à stabiliser la situation, de façon à ce que cet étayage porte ses fruits, soit effectif. Deuxième temps, le temps de la veille. C'est pour ça qu'il n'est pas besoin d'y venir et faire quelque chose. Il est important simplement de passer pour venir voir. Une veille qui n'est pas la veille dont nous parle Nathalie Zakai-Reiners dans son remarquable petit ouvrage sur l'EHPAD, Voyage en EHPAD, où elle nous parle de cette attention latente. Elle prend l'exemple du berger qui est assis à ne rien faire et qui en même temps a son attention qui est portée sur tout. Le troupeau qui s'agite, les nuages qui arrivent, le chien qui commence à s'énerver un petit peu. Non, pas du tout. Là, il s'agit davantage d'une attention très sélective. Je passe pour jeter un coup d'œil et voir si, en gros, par cette veille très rapide, mais vérificatoire en quelque sorte, il n'y a pas de signe de quelque chose annonciateur, et on voit là, il y a comme une sorte, le curateur est une sorte de piti regardant dans les entrailles du domicile, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui serait annonciateur de quoi? D'une crise, troisième temps, d'une crise, parce qu'elles arrivent, une crise qui suppose, dès lors, une modification des capacité de la personne et de ce fait la nécessité d'une nouvelle remise en ordre par des étayages différents. Et puis, dernier point avant de conclure, et je serai à peu près dans les temps, dernier point avant de conclure, c'est une intervention qui fait, et je vais jouer avec les mots, l'économie de la relation. L'économie de la relation, et vous voyez bien que c'est complètement différent de ce qui peut jouer en aide éducative en milieu ouvert, par exemple, là, qui fait l'économie de la relation, à plusieurs sens du terme d'économie. Presque, puisqu'on prend soin des choses, on peut, en quelque sorte, s'économiser au sens de ne pas avoir besoin d'eux, la relation. Puisque l'essentiel, en quelque sorte, c'est la médiation par les objets, par l'environnement,
par le budget, par tout un ensemble de supports matériels qui font qu'il n'est pas besoin nécessaire de s'encombrer de la relation en tant que telle. Mais aussi économiser, on peut l'entendre très fortement comme ménager, économiser la relation. Parce que n'oublions pas, ce sont des interventions qui sont appelées à durer, forcément, puisqu'elles visent à maintenir la personne en les étayant dans des autonomies relatives, dans une autonomie relative. Dès lors, il faut économiser la relation parce que c'est un bien rare, nécessaire, mais en quelque sorte fragile. Donc, pas besoin de la mobiliser continuellement. Et puis, troisième sens d'économiser la relation, c'est s'économiser dans la relation en tant que professionnel, l'économie de soi, se ménager, ne pas s'user pour ne pas s'épuiser, en quelque sorte. Ce qui, vous le comprenez bien, est complètement différent de ce que peut être l'engagement nécessaire, avec quelquefois l'idée de mise en gage qu'il peut y avoir dans des formes d'intervention éducative en milieu ouvert. Alors, pour conclure, très rapidement, il me semble que cette forme de traitement du domicile en protection de l'adulte nous montre que le domicile n'est pas un cadre de l'action, n'est pas un lieu de l'action. C'est un lieu d'observation, un lieu de passage, un lieu de vérification. Il n'est pas nécessaire d'y être longtemps, il est nécessaire d'y passer de temps en temps suffisamment. Pas nécessaire d'y rester, pour ne pas s'user, bien sûr, pour ne pas user la relation. Ce qui compte, c'est le coup d'œil, en quelque sorte, plus que le lien. Le coup d'œil, pourquoi ? Pour s'assurer, comme on s'assurerait en quelque sorte d'une machine, que ça tourne, que ça ne grince pas, que ça ne coince pas, excusez-moi ces images un peu mécaniques, que, en quelque sorte, ça fonctionne, ça marche. Excusez-moi de le dire comme ça. Tant que ça marche, c'est que ça se maintient. Tant que l'appareil se maintient, c'est qu'il est encore utilisable et qu'on peut encore faire en sorte que la situation continue. Pourquoi ? Me semble-t-il, parce que tout simplement, il faut considérer que plus l'intervention est légère, c'est-à-dire moins il y a de la relation dedans, en quelque sorte, plus l'autonomie étayée est supportable pour l'usager. Il ne faut pas prendre cela, cette idée que j'avance ici, d'une économie de la relation, le prendre comme quelque chose de diminutif, de péjoratif, au contraire. C'est bien l'idée que pour que cette autonomie étayée soit supportable pour l'autre, il faut qu'elle soit elle peut être lourde, mais pas encombrante. Elle peut être importante, mais pas encombrante. Et la relation pourrait être un encombrement. Voilà, j'en arrive à la fin de mon propos. Je voulais juste le dire en conclusion. Je me suis appuyé sur ce que j'ai dit, et peut-être dans la discussion qu'on pourra avoir, dans les éléments que j'apporterai ou des exemples que je donnerai, sur deux travaux de recherche. L'un que j'ai fait avec une collègue, Viviane Châtel, sur justement les formes d'usage de l'intervention, et notamment de l'intervention au domicile dans l'AEMO. Et dans l'autre, sur une thèse que je dirige, celle d'Elisa Fellé-Favre, sur justement le domicile en curatelle, et mon intervention doit beaucoup à ces deux travaux. Je vous remercie beaucoup.